Depuis le début de la crise ukrainienne, on a vu renaître des propositions de sanctions et des sanctions à l'encontre de certains pays, notamment la Russie. Ces sanctions, elles ont été appelées de leur vœu par certains pays européens et les États-Unis et ont été mises en place à partir de la fin février. On va donc essayer de comprendre aujourd'hui quel est le rôle du système SWIFT dans la mise en place de ces sanctions et si ces sanctions, justement, ont été plus ou moins efficaces dans le rôle qu'elles avaient donc d'affecter l'intégration commerciale internationale de la Russie. Pour commencer, le système SWIFT, c'est avant tout donc une société coopérative de droit belge qui est possédée par ses utilisateurs, à savoir les grandes banques internationales, au premier rang desquelles les banques américaines. C'est également donc un logiciel qui permet aux banques à travers le monde de rentrer en communication les unes avec les autres dans un environnement standardisé. On peut, pour utiliser une image simple, dire que c'est l'Internet des banques. Ce système SWIFT, donc, il relie la quasi-totalité des banques à travers le monde. Quasi-totalité parce qu'au niveau national, certains systèmes alternatifs de communication existent, notamment au sein du système Target 2 en Europe. Mais dès qu'une banque veut opérer un virement international, elle doit passer logiquement par le système SWIFT pour communiquer avec ses homologues internationaux. Le système SWIFT, en fait, il fonctionne grâce à des messages standardisés. Le plus utilisé d'entre eux, c'est le message type 101, qui permet en fait d'opérer un ordre de débit d'une banque internationale à une autre. On a d'autres types de virements, les MT202 par exemple également. Et donc cette infrastructure standardisée, elle permet donc aux banques à travers le monde d'avoir des opérations beaucoup plus fluides et efficaces, plutôt que de passer par des biais de communication moins standardisés qui demanderaient une intervention humaine beaucoup plus importante. On peut penser à des mails, à des téléphones, des fax, qui seraient des manières d'opérer des virements internationaux beaucoup moins efficaces et standardisés que ne le sont actuellement les messages type SWIFT. Donc une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que SWIFT n'est pas à proprement parler un système de paiement. Dans le système SWIFT, il n'y a pas de compte débiteur ou créditeur d'organisations internationales et de banques. Le système SWIFT, c'est simplement un environnement standardisé de communication qui met en lien, en revanche, des systèmes de paiement, notamment nationaux comme le RTGS européen qui s'appelle Target 2 ou le système de paiement américain Fedwire. Cette nécessité d'avoir un environnement standardisé de communication au niveau international s'explique en fait par le fait qu'il n'existe pas à proprement parler aujourd'hui de système monétaire international. Il n'existe pas de plateforme unique sur lesquelles chaque banque du monde posséderait un compte avec lequel elle pourrait opérer des virements internationaux. La mise en relation des économies, des différentes économies nationales, elle se fait par la détention de comptes croisés qui portent le nom de modèle de correspondance bancaire. Donc pour opérer des virements en euros, une banque étrangère se doit obligatoirement d'avoir en fait un lien de correspondance bancaire avec une banque européenne qui mette à sa disposition donc des services financiers en euros. Une banque domiciliée dans un pays ne peut posséder sur ses livres de compte des dépôts dans une certaine monnaie que si, encore une fois, elle est domiciliée dans le pays donc d'émission de cette monnaie. Une banque européenne ne peut pas gérer des dépôts en dollars. Elle ne peut pas posséder un compte sur le livre de compte de la Banque centrale américaine. Pareillement et inversement, une banque américaine ne peut pas posséder un compte sur le livret de la Banque centrale européenne. Elle doit forcément passer par une banque qui est domiciliée, elle, en zone euro et qui, elle, aura accès au système de paiement européen. On a donc une double organisation. D'un côté, le système SWIFT qui permet de communiquer entre les banques, donc de mettre en relation sur le plan, on va dire tout simplement communicationnel, les banques entre elles. Et d'un autre côté, une architecture de compte croisé qui permet à des engagements en euros d'être réglés par une multitude de banques à travers le monde, donc qui possèdent des liens de correspondance bancaire avec la zone euro. On a donc ainsi une mise en relation de l'ensemble des économies mondiales par le biais d'une détention de comptes croisés. Mais ce système de correspondance bancaire, il a de nombreux désavantages, au premier rang desquels le fait que certains virements prennent énormément de temps à être effectués, plusieurs jours, voire semaines parfois. Un deuxième désavantage est que ces virements coûtent relativement cher également, puisque le long en fait, de la chaîne d'intermédiaires financiers, on a à chaque fois des coûts humains et des coûts de traitement qui s'accumulent. Donc voilà les deux principaux désavantages du système de correspondance bancaire. Pour revenir
plus précisément dans les détails. Donc, imaginons qu'une banque brésilienne voit un client lui demander de régler une facture à une banque, justement à son fournisseur européen. Cette banque brésilienne, si elle ne possède pas de lien de correspondance direct avec la zone monétaire européenne, va devoir passer par une de ses homologues brésiliennes qui, elle, possédera un lien de correspondance bancaire en zone euro. Deuxième possibilité également, le fait que le correspondant bancaire européen de cette banque brésilienne ne soit pas la banque tout simplement du fournisseur de notre client au départ brésilien. Donc on voit que maintenant on va devoir faire rentrer une quatrième banque le long de cette chaîne d'intermédiaires. Et imaginons, pour une économie plus petite que celle du Brésil, je ne sais pas, peut-être le Suriname, on peut très facilement imaginer des virements qui nécessitent l'intermédiation d'une petite dizaine d'intermédiaires financiers. Donc voilà pourquoi les virements internationaux prennent tant de temps et qu'ils sont relativement chers. Un autre désavantage du système de correspondance bancaire est lié au fait que les banques à travers le monde opèrent selon différents fuseaux horaires et que par exemple pour régler un paiement en zone euro, opérer un virement en euros, il faut absolument le faire pendant les horaires d'ouverture du système Target 2, donc qui est le système de paiement de la zone euro. Imaginons maintenant qu'une banque new-yorkaise voudrait effectuer un virement en zone euro, elle ne pourrait le faire dans son fuseau horaire que jusqu'à midi, puisque à midi à New York, il est 18h en zone euro et à 18h, le système Target 2 ferme. Donc on voit tout de suite qu'il y a forcément des incompatibilités le long des fuseaux horaires qui se multiplient et c'est également l'une des raisons pour lesquelles les virements internationaux peuvent prendre énormément de temps. Donc maintenant qu'on a ces désavantages en tête, on peut mettre en avant une des dynamiques à laquelle est soumise le système de correspondance bancaire. Cette dynamique, c'est une dynamique centralisatrice, puisque comme on l'a vu plus tôt, les banques sont incitées en fait à opérer dans la même zone monétaire, à détenir la même monnaie pour avoir le moins d'intermédiaires financiers possible le long de la chaîne de virement et également pour avoir des plages horaires qui soient compatibles les unes avec les autres. Donc le système de correspondance bancaire aboutit en fait à une concentration des virements internationaux effectués dans une monnaie unique. Cette monnaie unique, aujourd'hui, enfin la monnaie qui est le plus utilisée du moins à des fins de règlement international, c'est le dollar. Le dollar est actuellement la contrepartie de 88% des opérations de change à travers le monde. Donc chaque fois qu'une monnaie est échangée contre une autre à travers le monde, on a 88% de chances qu'elle le soit au moins contre du dollar. Cette centralisation donc de la monnaie internationale en dollars, elle permet actuellement aux États-Unis de superviser directement les virements qui sont effectués de compte à compte sur le territoire américain. Donc il faut encore une fois bien comprendre que tout virement en dollars passera un jour ou l'autre par le système bancaire américain. Même si aujourd'hui vous effectuez un virement en dollars à une contrepartie française ou à une contrepartie thaïlandaise, vous allez nécessairement passer le long de votre chaîne d'intermédiaires financiers par le système bancaire américain. Ce lien au système bancaire américain, c'est ce qui permet aux autorités américaines notamment d'opérer encore une fois une supervision, de voir clairement ce qu'il se passe sur leurs livres de compte, sur les livres de compte des banques américaines, et le cas échéant, d'interdire à certaines contreparties ou certaines banques d'effectuer des virements en dollars. Cette supervision des dépôts bancaires, c'est ce qui a notamment permis aux États-Unis de savoir que la BNP avait effectué des virements avec des banques de pays sous sanctions, notamment au Soudan, à Cuba ou en Iran, et donc de condamner la BNP en 2015 à une amende de 9 milliards d'euros. Donc maintenant qu'on a abordé le système SWIFT comme système de communication internationale et le modèle de correspondance bancaire comme mise en relation des banques à travers le monde, donc par la détention de comptes croisés, on peut comprendre en quoi consistent les sanctions à l'égard de la Russie. Ces sanctions, elles ont un mécanisme opératoire très simple qui consiste tout simplement en fait à interdire un certain acteur d'opérer certains types d'opérations à travers le système SWIFT. Par exemple, imaginons qu'une banque russe soit déconnectée du système SWIFT, elle serait dans l'impossibilité totale de communiquer avec les banques du reste du monde. Ce système, il a une efficacité, on va dire, redoutable, puisque cela isole d'un coup l'ensemble d'un pays du système commercial ou financier international, mais cette sanction, ce type de sanction,
a un effet bien sûr à double tranchant, puisque les anciens importateurs et exportateurs de ce pays ciblé seront également eux aussi dans l'impossibilité d'opérer des transferts monétaires avec ce pays-ci. Donc si la Russie est mise comme ça au banc du système SWIFT, certains pays ne seront plus à même de tout simplement être approvisionnés dans certaines matières premières. On pense notamment aux intrants utilisés dans l'agriculture ou de certaines matières énergétiques. Cette radicalité, elle peut sembler intenable à court terme puisque, encore une fois, l'ensemble des transferts devient impossible avec la contrepartie en l'espace d'une journée ou deux. C'est pour ça qu'une partie des transactions ont fait l'objet d'exceptions, notamment, encore une fois, au niveau du gaz d'importation russe. On a permis aux banques russes, donc encore une fois, de percevoir par le biais du système SWIFT certains transferts internationaux en dollars, me semble-t-il, ou en euros. Donc ces sanctions à l'encontre de la Russie, elles ont impacté au premier rang, bien sûr, les économies européennes, mais elles ont également impacté d'autres économies à travers le monde, notamment l'Inde et la Chine, qui ont tenté de mettre en place des alternatives au système de paiement, donc SWIFT. Ces alternatives, à court terme, elles reposent sur la même architecture que le système de correspondance bancaire, c'est-à-dire par la détention de comptes croisés. Et en parallèle de ce système de détention de comptes croisés, il faut également mettre en place un système de communication alternatif au logiciel SWIFT. Du côté de l'économie chinoise, on a mis en place déjà depuis 2015 le CIPS, le Chinese Interbank Payment System. Et l'Inde, quant à elle, pense à mettre en place également une alternative au système de paiement sur le modèle qui a été mis en place en fait pendant la guerre froide notamment, pendant laquelle donc l'Inde continuait à commercer avec l'URSS via un arrangement de paiement bilatéral. L'alternative principale à plus long terme, ce serait en fait de créer une plateforme, ce qu'on appelle multi-devises, qui mettrait en relation les monnaies numériques de certaines banques centrales à travers le monde. Cette plateforme, donc, pour le coup, ce serait une véritable institutionnalisation d'un système de paiement international qui permettrait en fait à toute banque du monde de détenir directement des unités monétaires d'une autre zone monétaire que la sienne. On pourrait donc imaginer qu'une banque européenne détienne directement du yuan ou du dollar sans avoir à passer par un intermédiaire domicilié dans le pays en question. Concernant donc les avantages et les désavantages de ce genre de plateforme, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Dans un premier temps, en fait, ce genre de plateforme institutionnalisée, elle permet en fait de mettre les correspondants bancaires, on va dire, en lien directement les uns avec les autres, sans avoir à passer le long d'une chaîne beaucoup plus longue que leur seule mise en relation bilatérale. Donc on peut imaginer qu'une banque européenne qui détienne du yuan règle directement ses engagements bancaires avec une banque chinoise, sans avoir à passer par une autre zone monétaire que celle-ci ou par une chaîne d'intermédiaires beaucoup plus longue. Donc premier avantage, la mise en relation directe des banques à travers le monde. Deuxième avantage, le fait que cette plateforme pourrait, contrairement au système de paiement actuel, être ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On aurait donc une limitation drastique des indisponibilités horaires. Donc deux types d'avantages, la mise en relation directe des banques et la disponibilité en temps réel et continu de la plateforme de paiement. Un tel système appellerait cependant de longues négociations internationales pour déterminer les modalités de détention et d'échange des différentes monnaies de la plateforme. Ces négociations, elles auraient pour toile de fond notamment le problème qui hante la sphère des relations économiques monétaires depuis l'après-guerre, on va dire, celui de la réforme du système monétaire international. En effet, une telle infrastructure, elle viendrait possiblement remettre en question de nombreux avantages qui actuellement sont alloués à certains pays qui bénéficient du système de correspondance bancaire. En effet, encore une fois, ce système de correspondance bancaire, il aboutit à une centralisation des dépôts bancaires. Cette centralisation, elle donne un pouvoir de financement des importations aux pays émetteurs de ces monnaies beaucoup plus important que certains pays qui ne bénéficient pas, on va dire, des effets de réseau du système de correspondance bancaire. Si un système de règlement en monnaie numérique de banque centrale venait à voir le jour, celui-ci pourrait en fait bouleverser la manière dont la demande de monnaie internationale s'exprime
et pourrait aboutir notamment à une déconcentration, une décentralisation extrêmement rapide de, on va dire tout simplement, la demande de dépôts bancaires à des fins de règlement internationaux. Cette décentralisation, elle pourrait se faire au détriment donc de certaines monnaies avantagées, à l'instar de l'euro et du dollar, et au bénéfice de certaines autres monnaies qui seraient potentiellement plus utilisées si le système de monnaie numérique de banque centrale venait à être mis en place. Cette décentralisation monétaire donc aboutirait notamment au fait que les capacités de financement de certains pays, notamment les États-Unis, les capacités de financement des importations notamment et donc du financement des déficits commerciaux seraient potentiellement drastiquement réduits. Ce brusque rééquilibrage, encore une fois, entre les capacités de financement de certains pays avantagés anciennement et les nouveaux pays qui au moins ne seraient plus aussi désavantagés qu'ils l'étaient auparavant, pourrait aboutir à une renégociation très rapide du système monétaire international. On voit donc que dans ce domaine, de nombreuses problématiques s'enchevêtrent les unes aux autres et des thématiques qui peuvent paraître de prime abord extrêmement techniques s'avèrent finalement extrêmement et fondamentalement politiques.